La photo, c'est de bonne guerre. Les années possession. Ça va faire plus de 3 minutes. Hein. Ah non, mais après, j'ai avec un montage, tu sais. Il va nous donner, on va te filmer aussi. Oui, c'est ça, exactement. Tu vas aller voir si c'est le livre. Bon, si Mme Le Cerf pouvait se dépêcher un peu. Voilà, vous êtes donc ici dans la salle du Livre d'Or. La salle du Livre d'Or, c'est la salle où les pairs de France, sous la Restauration, venaient pour déposer leurs titres, leurs différents flux, effectivement, semés, dans les casques, on les remplace effectivement par vous avez toutes ces, puisque les anges ne sont pas sexués, ce sont donc des outils, c'est-à-dire des enfants qui sont décédés avant d'être baptisés et qui errent dans les larmes pendant un certain temps avant de franchir. Surtout connu effectivement pour avoir été cette fameuse salle du Livre d'Or. Vous savez que les pairs de France, la deuxième chambre, elle existe depuis très longtemps, puisque la deuxième chambre, elle a été créée avant même Bonaparte. Elle a été créée sous le directoire qui prenait la suite de la Constitution de 93. Constitution de 93, cette constitution révolutionnaire, mais qui en fait n'a jamais, qui prononçait déjà le suffrage universel, masculin bien sûr, il ne fallait pas en demander trop. Voilà. Mais cette constitution n'a jamais été appliquée, 93, puisque le gouvernement a été déclaré révolutionnaire jusque la paix, ça a été la période de la terreur. Et après la chute de Robespierre, on s'est empressé de mettre en place un régime qui était un régime beaucoup plus tranquille, avec les directeurs, 5 directeurs, ce qui veut dire que c'était un foutoir absolument considérable. Ça a duré 4 ans, il y a eu 5 coups d'État. Et en face, 2 chambres, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Et le Conseil des Anciens, c'est l'ancêtre du Sénat. Il a été ensuite remplacé sous Bonaparte, le consulat, puis l'Empire, par le Sénat. Là, vous aviez sous l'Empire ce qu'on appelait le Sénat conservateur. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure le fauteuil de Napoléon Ier lorsqu'il présidait le Sénat conservateur. Et vous savez que cette seconde chambre s'est toujours perpétuée. On a parfois essayé de la supprimer. On l'a supprimée très peu de temps avec la Deuxième République, 1848, Yves Franck. L'homme du 10 décembre 1848, c'était Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait écrit sur son bulletin de vote Louis en très petit et Napoléon Bonaparte en très grand, qui a été donc président de la République, le premier président de la République française élu au suffrage universel direct et élu très très largement. Il avait battu par exemple un député du Nord qui était Lamartine, et bien d'autres, élu au premier tour, ce qui aujourd'hui fait un peu rêver. Mais cette seconde République n'avait qu'une chambre. Donc on a assisté à l'affrontement incessant entre le prince-président et la Chambre. On se demandait lequel prendrait l'initiative du coup d'État. C'est le prince-président qui a pris l'initiative. Sur mon premier mandat, j'avais été 40 fois rapporteur. Donc les autres parlementaires, je le concevais comme un travail effectivement quotidien. Mais au milieu. De la salle des conférences, ça faisait quand même un certain contraste. Alors, vous repérez que tout cela, un des meilleurs sénateurs du Cher, mon ami François Pivet. Si je mérite ce qualificatif, c'est parce que quand je... Second Empire. Alors, tout est un peu à la gloire, effectivement, de l'empereur et puis de son illustre oncle, donc de Napoléon Ier et de Napoléon III. Vous remarquez des choses intéressantes. Par exemple, si vous regardez ce coup de four, et ensuite on verra l'autre de l'autre côté, vous voyez que Napoléon III veut insérer Napoléon
également dans la continuité monarchique. Hein. On voit par exemple le baptême de Clovis, on voit Mérovée de ce côté-ci. Donc là, de ce côté, on est sur une époque ancienne. On aperçoit installé sur un aigle Napoléon Ier, lui faisant face, vous avez un personnage que moi je trouve un petit peu hermaphrodite, hein, un peu féminin, qui est Napoléon III. Et si vous cherchez, vous verrez dans le tour également un enfant dans un berceau, parce que entre Napoléon Ier et Napoléon III, il fallait bien qu'il y ait Napoléon II. Ils sont les uns et les autres. Le Second Empire, c'est l'époque du développement que je vais effectivement apprendre cela. Et vous voyez également que toutes les évolutions en termes d'évolution économique sont représentées. Là, c'est par exemple l'électricité, la fait. De l'autre côté, vous allez voir la photo, le premier daguerreotype. Vous voyez également le développement de l'industrie textile. Tout ça pour ne pas oublier que la période a été une période de prospérité économique considérable, qui a d'ailleurs laissé plutôt un bon souvenir dans la tête des Français. La seule chose qui s'est mal passée effectivement au Second Empire, c'est la fin. Parce que la fin, c'est le désastre de Sedan, c'est la guerre de 70, c'est la défaite, c'est la perte de l'Alsace-Lorraine. Vous aviez eu, nous avions été également condamnés à des indemnités considérables vis-à-vis de la puissance, la Prusse devenue l'Allemagne, la puissance vainqueur, ce qu'on a payé extrêmement vite et extrêmement facilement, tellement on était riche. Lors de l'épisode boulangiste, vous savez, le général Boulanger qui aurait pu prendre le pouvoir, c'est son aspect républicain qui l'a empêché de le faire, dans des campagnes qui étaient encore très largement analphabètes, les partisans du général Boulanger faisaient passer Boulanger pour le fils de Napoléon III, qu'on aurait cru mort à tort, de façon à accroître encore sa popularité. Ce qui veut dire que dans les campagnes, le souvenir du Second Empire était plutôt un très beau souvenir. Moi, j'ai souvent discuté avec Philippe Séguin sur l'empereur. Philippe Séguin était un grand admirateur de Napoléon III. Il avait écrit un bouquin remarquable qu'il avait intitulé Napoléon III le Grand, pour répondre à l'ouvrage de Victor Hugo sur Napoléon le Petit. C'est un petit hémicycle. Lorsque on va installer un grand hémicycle, lorsque avec les pairs de France, il y aura bien davantage de sénateurs, entre guillemets, puisque sur non pas le perchoir, chez nous le perchoir, c'est le plateau. Oui, il y a beaucoup de gens qui visitent. T'es sur la photo. YouTube. C'est toujours la même chose quand il est... Elle sera obligée de le faire. Donc, justement, je ne sais pas là comment se passer en fait Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Moi, je reste ici avec elle. C'est la peinture de cela. Au-dessus de votre tête, sur le mur, ce sont les peintures de croix. C'est la croix. Le maître, c'est cette peinture-là. Également, il y a quelques médaillons qui se trouvent autour de cette salle. Pour le reste, c'est une bibliothèque où on vient travailler, où on ne se contente pas de demander des livres. Moi, j'y suis venu souvent pour travailler. Nos bureaux sont plutôt des séries de moines. Donc, quand vous avez un ou deux collaborateurs, il y a la plus ancienne collection d'orchidées. Il m'est arrivé, quand je faisais d'ailleurs la visite, de manger des orchidées. Parce qu'il y a des orchidées qui se mangent. Il y en a une qui a 140 ans, je crois. J'ai entendu tout récemment. Mais on avait fait venir également les horticulteurs de la ville de Marx, si mes souvenirs sont bons. Non, on a failli là. On passe à l'hémicycle.
Eh bien, allons-y. D'accord. On va continuer et puis on reviendra après. Eh ben voilà, vous pouvez faire Très bien. un peu l'inverse. Donc, on va inverser un peu. Ça a été un four complet, mais ça montrait bien, malgré tout, l'admiration des dignitaires nazis pour l'épopée napoléonienne. Donc voilà pour cette salle des messagers. On a à côté ceux qui, question consulée, ni Jean-Pierre Bel, n'y ont habité. Oui, mais sont là, je vois Marine Médicis, avec la présence également du cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu qui était quand même très proche de la reine, mais déjà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil effectivement sur l'hémicycle. Ici, vous êtes sur les bancs du Parti communiste. Soir à l'Assemblée nationale de plateau ici, le plateau où siège le président. Et bien sûr, c'est par rapport au président que les notions de gauche et de droite s'appliquent. C'est-à-dire que là, vous avez donc nos collègues du Parti communiste, c'est le plus à gauche des partis représentés, nos collègues du Parti socialiste, nos collègues centristes, nos collègues ensuite de l'UMP, MAPLA, parce qu'il y a un projet de loi, une proposition de loi, vous avez d'abord la prise de parole du rapporteur, du ministre, puis l'ensemble des groupes, donc là on s'exprime de cette tribune. Ensuite, au moment des amendements, comme cet après-midi pour Macron, les collègues s'expriment à partir des micros qui seront répartis dans l'hémicycle. Vous avez effectivement systématiquement le rapporteur, qui est vraiment le personnage le plus important de discussion législative, qui donne son avis sur l'ensemble des amendements. D'accord. Ça va se voir, hein. Je vais faire un zoom sur Jean René. Et Francine à côté, bien sûr. C'est bon. C'est ton collègue, c'est le premier prix. À l'inverse, si tu veux, il a... Et après,